Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet super intéressant, le système qui alimente nos mouvements les plus explosifs. C'est cette énergie qui arrive d'un coup, super puissante, mais qui en même temps disparaît en un clin d'œil. C'est une super question parce qu'on a tous vécu ça, non? On est à fond, on donne tout sur quelques mètres et puis, pouf, plus rien. C'est comme si on se prenait un mur invisible en pleine face. La puissance s'évapore. Alors, d'où est-ce que ça vient cette limite super brutale? Eh bien, la réponse est dans un système énergétique vraiment fascinant. Alors ce fameux mur invisible, il a un petit nom bien sûr. C'est le système ATP-PCR. On l'appelle aussi le système des phosphagènes. En gros, c'est lui le grand chef d'orchestre derrière cette énergie quasi instantanée dont on vient de parler. Pour bien comprendre, imaginez que c'est l'argent liquide du corps. Voilà, c'est exactement ça. On n'en a pas des tonnes sur soi, mais c'est disponible tout de suite, immédiatement. C'est parfait pour un achat d'énergie super rapide, super intense, sans avoir à attendre un virement bancaire qui, lui, serait beaucoup plus lent. Et oui, comme le cash dans le portefeuille, ça part très, très vite. Ce système ne peut nous soutenir à fond que pendant, attention, entre 3 à 15 secondes. C'est tout. C'est vraiment une fenêtre incroyablement courte. Voilà pourquoi un sprint ne peut pas durer éternellement. Une fois ce délai passé, hop, c'est une autre source d'énergie beaucoup plus lente qui doit prendre le relais. Ok, mais alors, comment ça marche concrètement ce mécanisme ultra rapide? Allez, on va plonger un peu plus profondément au niveau de la cellule pour voir ça de plus près. Et on va voir, c'est un processus biochimique d'une simplicité presque déconcertante. Bon, pour piger le truc, il faut connaître les deux personnages principaux de l'histoire. D'un côté, on a l'ATP. C'est un peu la monnaie d'échange énergétique universelle de nos cellules. Et de l'autre, on a sa complice, la phosphocréatine, ou PCR. Elle, c'est la batterie de secours de l'ATP. Et le gros avantage de ce duo, c'est que tout se passe directement sur place, dans le muscle. Pas d'intermédiaire, pas de temps perdu. Le processus est waouh, d'une efficacité redoutable. Suivons le truc. Étape 1, le muscle se contracte à fond, il consomme de l'ATP qui se transforme en ADP. On peut dire que c'est la version déchargée de la molécule. Étape 2, et c'est là que ça devient malin, la phosphocréatine entre en jeu. Une enzyme la coupe en deux et ça libère un phosphate. Et enfin, étape 3, ce phosphate, il est immédiatement refilé à l'ADP, ce qui le recharge et hop, ça revient de l'ATP. La boucle est bouclée. Le muscle a de nouveau du carburant pour continuer. Bon, et c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. Parce que ce système, on le simplifie souvent à l'extrême, dans les livres, dans les formations, et ça a créé des mythes qui ont la vie dure. Alors il est grand temps de remettre les pendules à l'heure. Premier mythe, et c'est un gros morceau, ce système serait purement anaérobie, c'est-à-dire qu'il fonctionnerait sans oxygène. Alors oui, la réaction de base, celle qui donne l'énergie, n'a pas besoin d'oxygène directement. Mais, et c'est un mais énorme, la recharge, elle, en dépend totalement. Sans oxygène, c'est simple, impossible de refaire les stocks de phosphocréatine. Et là-dessus, la science est formelle. Pas d'oxygène, pas de recharge de PCR. Point. Un muscle ne peut tout simplement pas recharger ses petites batteries d'urgence. Autrement dit, et c'est ça qui est dingue, notre système pour le sprint, pour l'urgence, dépend à 100% de notre système d'endurance pour pouvoir se régénérer. Allez, deuxième mythe à déboulonner, l'idée du réservoir qui se vide, et puis c'est tout, comme une bouteille d'eau qu'on boit jusqu'à la dernière goutte. En fait non, c'est bien plus dynamique que ça. Le corps est malin, il n'attend pas qu'on soit complètement à plat pour commencer à recharger. La resynthèse, elle commence quasi immédiatement dès les premières secondes de l'effort. Bon, évidemment, elle est beaucoup plus efficace pendant les pauses. Et justement, comprendre ce mécanisme de recharge, c'est la clé si on veut l'optimiser. La question qui se pose, c'est combien de temps ça prend, en vrai, pour que nos réserves d'énergie explosive reviennent à la normale? Alors là, regardez cette chronologie, c'est juste fascinant. En à peine 30 secondes de repos, on a déjà récupéré 70% des réserves. C'est énorme. Après 2 minutes, on est à 84%. Mais pour une recharge quasi complète, là, il faut être patient. Il faut compter entre 6 et 8 bonnes minutes. Et là, on comprend tout de suite l'impact que ça peut avoir sur la façon de construire ces entraînements, n'est-ce pas? Bon, maintenant qu'on a une vision un peu plus juste de tout ce système, la question c'est comment on fait pour l'entraîner plus efficacement? Comment on peut augmenter cette capacité à produire un effort maximal? Alors, il y a plusieurs façons de faire, des approches directes et indirectes. D'abord, directement, l'entraînement explosif, les sprints, le HIIT, ça peut augmenter un peu nos réserves de PCR. Mais l'approche indirecte, et là c'est vraiment le point crucial, c'est d'améliorer son endurance générale. Oui, son système aérobie. Parce que ça permet de recharger nos batteries de PCR beaucoup plus vite entre 2 efforts intenses. Ce graphique, il résume super bien les gains qu'on peut espérer. On voit que l'entraînement spécifique peut augmenter les stocks de 5 à 10%.
c'est pas mal. Mais regardez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la supplémentation en créatine d'un côté et un bon entraînement par intervalle de l'autre peuvent tous les deux nous faire gagner jusqu'à 20%. Soit en augmentant les réserves elles-mêmes, soit en accélérant la vitesse de recharge. Et c'est là bien sûr qu'on parle de la fameuse supplémentation en créatine qui est hyper populaire. Le principe est simple, en ayant plus de créatine disponible dans le muscle, on peut potentiellement augmenter nos stocks de phosphocréatine de 10 à 20%. Et ça concrètement, ça peut se traduire par d'1 ou 2 répétitions en plus ou quelques secondes d'effort maximal supplémentaire. Mais attention, et ça c'est vraiment un point essentiel à retenir, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a une part non négligeable de la population, on parle de 20 à 30% des gens, pour qui la supplémentation n'apporte quasiment rien. On les appelle les non-répondants. Et c'est souvent parce que leurs niveaux de créatine naturels sont déjà au taquet. Donc si on doit retenir une seule chose de tout ça, la conclusion la plus importante, elle est là. Il faut absolument arrêter de voir les systèmes énergétiques comme des boîtes séparées, des silos qui ne communiquent pas. Le système de la vitesse, de l'explosivité, est intimement, profondément lié à celui de l'endurance. L'un ne peut pas être vraiment performant sans que l'autre le soit aussi. Et tout ça nous amène à une question finale. Une question qui change un peu la perspective. Si la capacité à répéter des efforts explosifs dépend de la vitesse à laquelle on recharge nos batteries, grâce à notre système aérobique, donc à l'oxygène, est-ce que le secret pour devenir un meilleur sprinter ne se trouverait pas, en partie du moins, dans le fait d'améliorer son endurance ? C'est une idée qui, avouons-le, change pas mal de choses.